Bonjour. Alors aujourd'hui, on plonge dans un film culte, un film qui marque. Pensez à cette image, hein, un casque de soldat. D'un côté, gravé «Né pour tuer», et de l'autre, un symbole de paix bien visible. C'est l'image iconique de Full Metal Jacket, et ça pose direct la question. Qu'est-ce qu'on fait à un être humain quand on le transforme en machine de guerre? Qu'est-ce qui reste de lui? Exactement. C'est vraiment le sujet central du film de Stanley Kubrick, sorti en 87. Et il faut oublier les films de guerre un peu classiques, héroïques sur le Vietnam. Là, Kubrick, il fait une sorte de dissection, très froide, chirurgicale, de ce processus de déshumanisation. Ah oui, c'est pas du tout un film patriotique exalté, quoi. Non, pas du tout. Le film est d'ailleurs très nettement coupé en deux. D'abord, l'entraînement, mais alors impitoyable à Paris Island. Et ensuite, le front, le chaos absurde au Vietnam. C'est comme deux étapes, si tu veux, de la même transformation. Une transformation filmée avec ce style si particulier de Kubrick. C'est précis, c'est brutal, et ça met souvent mal à l'aise quand même. Alors, entrons dans cette première phase, cette fabrique à Paris Island. Comment ça marche concrètement, cette déconstruction de l'individu? Ça repose beaucoup sur un personnage absolument iconique et terrifiant, le sergent Hartman. Joué par Arlie Armaille, incroyable performance. Incroyable. Et d'autant plus qu'il était lui-même instructeur des marines, il incarne le système qui est là pour briser. Son truc, c'est l'humiliation constante, le flot d'injures. D'ailleurs, une grande partie de ses dialogues, c'est de l'improvisation basée sur sa propre expérience. Ça rend le truc encore plus réel, plus menaçant. Oui, on sent que ça vient de quelque part, de vécu. Tout à fait. Et le but, c'est d'effacer toute trace d'individualité. Fini les prénoms, place aux surnoms dégradants. On rase les crânes, l'uniformité totale, c'est ça l'objectif. Et dans ce système, il y a des personnalités qui résistent moins bien, qui sont broyées. Le cas de Leonard Lawrence, qu'il surnomme Grosse Baleine, c'est terrible. Qu'est-ce que son histoire nous dit? Justement, son parcours, c'est l'exemple tragique du coup de cette méthode. Il est plus fragile au départ, donc il devient une cible. Le système essaye de le durcir, comme ils disent, mais en fait, il le pousse juste vers la folie. Sa transformation, c'est une destruction psychologique. Et ça se termine de façon effroyable. Oui, cette scène où il tue Hartman avant de se suicider, c'est pas juste un accident du système, je pense. C'est peut-être la conclusion la plus logique, la plus glaçante de cette déshumanisation poussée à l'extrême. On voulait faire des armes, pas des penseurs, voilà. D'accord. Donc cette première partie nous montre vraiment une machine à fabriquer des tueurs, presque. Comment cette logique froide de l'entraînement, elle se confronte ensuite à la réalité du terrain, au chaos du Vietnam dans la deuxième partie? Le contraste est énorme. Mais la déshumanisation, elle continue, sous une autre forme. Là, on est plongé dans les combats de rue à Hue pendant l'offensive du Tay. C'était une série d'attaques surprises qui a vraiment marqué les esprits à l'époque, d'ailleurs. Oui, un tournant psychologique dans la guerre. Exactement. Et Kubrick, il montre pas de grandes stratégies, pas de bataille héroïque, rien de tout ça. C'est juste le chaos, la survie au jour le jour, des fragments d'horreur, de non-sens. La guerre, c'est plus un but, c'est une espèce de routine absurde et mortelle. Et au milieu de tout ça, on suit Rooker, joué par Matthew Modine, le narrateur avec son fameux casque. Il se voit un peu comme un observateur ironique. Il parle de la dualité de l'homme. C'est juste une posture, tu crois, ou il y a plus eux? Je pense que c'est plus profond qu'une simple posture. C'est vraiment le reflet de la contradiction qu'ils vivent tous. Être un humain, mais être programmé pour tuer. D'ailleurs, son ironie, sa distance, elle s'effrite petit à petit face à la violence brute. Oui, il finit par être touché, par être dedans. Complètement. Et ce qui est fascinant, c'est comment Kubrick filme ce chaos. Toujours avec cette précision froide, presque. Géométrique, parfois. Il a reconstitué le Vietnam en Angleterre, avec les ruines, les palmiers importés. Ça crée une sorte de distance, un regard clinique, qui fait écho à la méthode brutale de l'entraînement. Le système continue, mais le décor change. C'est vrai que cette froideur, elle est palpable. Et elle atteint peut-être son sommet dans cette scène finale, les survivants qui marchent dans les ruines en chantant la chanson du Mickey Mouse Club. C'est difficile de faire plus glaçant. Ah oui, c'est un coup de génie cynique de Kubrick. Le contraste est total, absolu. L'innocence de la chanson face à la dévastation. Pour moi, c'est vraiment le point final de cette transformation. C'est le symbole de l'innocence perdue, de l'humanité qui s'est dissoute dans l'absurdité de la guerre. Ils sont devenus les produits finis du système. Ils avancent comme des automates dans un monde détruit. Donc, au final, Full Metal Jacket, c'est pas juste un film sur le Vietnam. C'est beaucoup plus large, en fait.
Tout à fait. Pour moi, c'est une réflexion universelle sur comment les systèmes militaires, ici, mais on pourrait penser à d'autres systèmes sociaux, pourquoi pas, comment ils peuvent broyer l'individu, le réduire à un simple rouage. Kubrick montre la violence de la guerre, bien sûr, mais aussi, et c'est ça qui est fort, la violence de la préparation à la guerre. Ce processus de déshumanisation comme condition nécessaire à la violence organisée. Et ça nous renvoie à une question fondamentale et assez dérangeante finalement. En nous montrant de façon aussi crue comment on fabrique une arme à partir d'un être humain, qu'est-ce que le film révèle sur notre propre nature? Sur notre capacité, notre facilité peut-être, à accepter et même organiser la violence collective.